Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui, on va pas parler de ce qui se passe pendant le procès Mazan parce qu'il y a des choses qui s'y passent dont j'ai pas trop envie de parler, qui sont des choses assez impudiques. Mais en revanche, je voudrais qu'on s'intéresse à quelque chose sur lequel on ne s'est pas énormément penché jusque-là, à savoir la réaction du grand public autour de ce procès. Et évidemment des personnalités médiatiques principalement. Vous savez que les personnalités médiatiques sont des vecteurs d'opinion, comme un vidéaste est vecteur d'opinion, je suis vecteur d'opinion, que les éléments de langage qu'on peut utiliser vont être ensuite repris, que les idées qu'on peut proposer vont être ensuite reprises, les concepts qu'on utilise sont parfois également repris, et donc on a quand même un devoir, quelque part, d'exemplarité dans la façon dont on parle des choses. Toujours essayer de présenter les choses évidemment sans injure, toujours essayer de les présenter sous l'angle le plus juste qui soit, reconnaître nos erreurs quand on commet des erreurs, etc. Et c'est surtout là-dessus que je vais me pencher et on va voir quelques exemples avec Natacha Polony, avec Eugénie Bastier, avec Agnès Jaoui malheureusement, et puis je reviendrai sur quelques tweets de Thaïs Escuffon qui ont très mal vieilli. Nous on lui a dit, nous on a signalé que ces tweets étaient dangereux, problématiques. En pleine affaire Mazan, c'est assez grave qu'on les retrouve encore sur son profil et qu'elle ne les ait toujours pas supprimés. Juste avant quand même, c'est quand même la très mauvaise nouvelle du procès, le truc dont je peux vous parler aujourd'hui, sans voyeurisme, c'est ça. Les avocats des 50 co-accusés de Dominique Pellicot qui leur livraient son épouse droguée ont finalement obtenu un huis clos partiel au nom de la dignité de leurs clients et contre le souhait de la victime Gisèle Pellicot. Évidemment, c'est exaspérant de lire ça, c'est encore une violence supplémentaire qui est commise contre Gisèle Pellicot. On est en train de nous dire que là, il faut avant tout respecter la dignité des co-accusés. S'il est évident qu'il faut de toute façon respecter la dignité humaine, le principe de dignité fait aussi que lorsqu'on commet une erreur, on doit les assumer. On doit aussi les assumer publiquement, surtout, des erreurs, là c'est pas des erreurs, là ce sont des crimes, là ce sont des viols, quoi. Et donc en fait, on est en train de nous dire que dans ce procès, on va organiser quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de la victime, qui va pour protéger la dignité des coplaignants, mais par contre, quand il s'agit de la question de la dignité de Gisèle Pellicot à travers des interrogatoires qui la mettent complètement à bout de nerfs, la question de sa dignité quand vous avez une avocate qui danse sur Wake Me Up Before You Go dans sa voiture, une avocate qui défend qu'est-ce que j'ai dit, des co-détenus, non, des co-accusés, pardon. Là, par contre, la question de la dignité se pose pas. La question de la dignité de la victime se pose quasiment jamais, on a l'impression, dans ce procès. Et on a une preuve supplémentaire du fait que le système judiciaire, c'est un monstre qui écrase complètement les victimes de viol, quoi. Et encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans les vidéos d'avant-hier et d'il y a 3 jours. Le message envoyé par ce procès public, c'est le suivant. Les femmes, vous voulez porter plainte ? Voilà ce qui va vous attendre. Voilà ce qu'on va vous faire subir. Et puis on va bien s'assurer de la dignité des coprévenus. On va bien s'assurer de leur dignité à eux. Par contre, la vôtre, bref. La première des choses que je vais vous faire écouter. On me l'a envoyé ce matin. Je crois que c'est Patrick qui me l'a envoyé. Merci beaucoup Patrick de me l'envoyer. C'est Natacha Polony qui dit la chose suivante. Pour autant, j'avoue avoir été profondément gênée cette semaine d'entendre, par exemple sur les ondes de France Inter, Anne-Cécile Maillefer parler du silence des hommes, en laissant entendre que les hommes ne seraient pas choqués par cette affaire. Alors on va tout de suite écouter la suite. Juste avant, Anne-Cécile Maillefer, c'est pas n'importe qui. Elle a été porte-parole de Zéphimisme, elle en a été présidente également, elle est présidente actuellement de la Fondation des femmes. Elle a écrit 2 ouvrages que j'ai lus, dont j'ai oublié les titres, excusez-moi, ils sont dans la bibliothèque. Il y a un ouvrage qui parle de l'IVG, de la façon dont les hommes ont de tout temps voulu décider de la façon dont les femmes allaient gérer leur maternité, de ce qu'elles devaient faire avec leur corps. Et un autre livre qui devait s'appeler Guide d'éducation pour ma nièce et ses amis, quelque chose comme ça, qui est absolument passionnant. Ces 2 ouvrages, je trouve, assez fondamentaux dans le féminisme. Et donc, je vous recommande de les lire. Il y en a un des 2 que je vous avais présenté, dont j'avais déjà parlé dans un épisode, quand je présentais quelques lectures. C'était sur le guide d'éducation justement à ma nièce, qui était vraiment très intéressant. Et puis, j'avais expliqué dans cet épisode, quand on avait parlé de cet ouvrage, que j'aimerais bien en fait que les hommes fassent la même chose, à savoir guide d'éducation non sexiste à mon enfant ou alors à mon neveu et à ses amis. Parce que la première des choses qu'il faut dire en société actuellement, c'est pas faites attention à vous si vous êtes une femme, c'est juste aux hommes, simplement juste apprenez à pas être violent avec les femmes, ne soyez jamais violent avec les femmes dans aucune circonstance. Et donc voilà, donc elle est pas contente contre Anne-Cécile Maillefer, qui est vraiment une figure du féminisme qui a apporté tellement ces dernières années, président de la Fondation des femmes actuellement, je reviens en arrière. Profondément
gêné cette semaine d'entendre, par exemple d'entendre sur les ondes de France Inter, Anne-Cécile Maillefert parler du silence des hommes, en laissant entendre que les hommes ne seraient pas choqués par cette affaire. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est que je suis assez d'accord avec la déclaration d'Anne-Cécile Maillefert. Il manque effectivement des voix communes, des déclarations d'hommes communes. Si leur équipe de football préférée se voit, je sais pas, voler un but parce qu'on a sifflé hors-jeu alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, un truc comme ça, ils sont tout à fait capables de s'indigner collectivement sur Twitter. Lorsque Ubisoft apprend que dans le prochain Assassin's Creed, là ça va se passer au Japon et que ça va concerner un samouraï noir, ils sont les premiers à s'indigner. Là, on les entend absolument partout. Et là, effectivement, mis à part quelques petits comptes, il manque les figures politiques, médiatiques, dont on a besoin masculine pour s'indigner collectivement. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça manque d'une indignation collective et de temps en temps, quand on lit des propos qui s'indignent, ça manque aussi de recul sur l'affaire. C'est-à-dire que on le lit, hein, c'est une bonne intention, donc je ne suis pas trop critique de ça. Hein. Mais si c'est pour dire ce qui se passe au procès Mazan, c'est horrible, en fait, c'est ce qui se passe en société qui est horrible. Ce qui se passe au procès Mazan est quelque part un décalcage de la société, à savoir les corps des femmes sont considérés comme des objets à la disposition des hommes, encore plus dans le cadre du couple. Et là, on peut noter quelque chose d'assez intéressant, c'est que cette idée, elle est tellement présente dans la tête des hommes que les accusés, procès Mazan, n'ont même pas imaginé qu'ils pouvaient être des violeurs quand ils venaient imposer un rapport sexuel à une femme parce que le mari disait que c'était OK. Sous-entendu qu'en fait, c'est un peu la propriété du mari. Donc si le mari dit que c'est OK, c'est OK. Moi, je suis d'accord avec Anne-Sophie Maillefert, ça manque effectivement. Et je ne veux pas cacher ma sensibilité politique. Les personnes qui découvrent la chaîne, je ne vais vraiment pas vous le cacher. Je suis quelqu'un de gauche, quelqu'un de très à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je suis assez désolé de voir que nos dirigeants politiques de gauche ne s'expriment pas beaucoup plus massivement sur ce qui est en train de se passer actuellement. Et ça me questionne. Ça me questionne parce que je soutiens un parti politique, actuellement la FI, qui se dit inquiet et concerné par les questions de violence conjugale. Et on a besoin de leur voix, là. On a vraiment besoin de leur voix. Mais bon, j'aurais beaucoup à redire là-dessus. Bref, on revient donc au propos de Nacha Polony. Donc, qu'est-ce qui l'a chagriné sur le fait que Anne-Sophie Maillefert ose dire qu'il manque de voix masculine ? C'est franchir un cap qui me semble extrêmement problématique. On a entendu cette semaine... On est dans un contexte, Natacha Polony, où on juge plus de 50 hommes, dont certains d'entre eux avaient des images de pédopornographie sur leur ordinateur pendant les perquisitions, dont un qui a reproduit la méthode de Dominique Pellicot avec sa femme, pour le viol d'une femme. C'est ça qui est problématique, en fait. Ce qui est problématique, c'est pas que des femmes disent « Mais merde, les hommes, vous dites que vous avez envie de nous soutenir, et en fait, on vous voit pas. » C'est pas ça qui est problématique, Natacha Polony. C'est pas les propos, c'est pas les déclarations d'une femme qui a consacré sa vie, Anne-Sophie Maillefert consacre actuellement sa vie à la défense des droits des femmes. C'est quand même grave de dire ça. Des hommes expliquaient qu'ils avaient honte. Là aussi, pardon, mais tous les hommes ne sont pas potentiellement des violeurs. Bien sûr qu'il y a un... Alors là, il y a une erreur dans ce qu'elle dit, une vraie, véritable erreur. Tous les hommes ne sont pas des violeurs, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Personne ne pense ça, absolument personne ne pense ça. Tous les hommes ne sont pas potentiellement des violeurs. En fait, si vous dites ça, là, vous tombez, vous, dans une forme d'incompréhension. C'est elle, là, qui a un propos potentiellement problématique. C'est le principe du patriarcat, c'est le principe de la domination masculine. C'est un principe qui nous met dans une position dans laquelle on considère que nous avons des besoins et que les femmes ont le devoir de répondre à ces besoins-là. Et donc, bien évidemment que n'importe quel homme est potentiellement un violeur. Alors, le problème, c'est que leur définition du viol est une définition irréelle, est une définition surréaliste. C'est-à-dire que déjà, le viol conjugal, c'est quelque chose dont ils ne parlent jamais, ces éditorialistes, elles, alors en l'occurrence. Et donc, on passe à côté de 8 à 9 viols sur 10, du coup, qui sont commis par des proches. Et ce que ça sous-entend, en fait, c'est quoi ? Ce que je sous-entends quand je dis que tous les hommes sont potentiellement des violeurs, c'est qu'en réalité, si, quand vous avez un rapport sexuel, même avec votre compagne, là je m'adresse aux hommes qui me regardent, vous ne vous posez pas la question de si... 1, il y a un consentement qui n'a pas été monnayé, qui n'a pas été ce que vous voulez, et 2, s'il y a réellement un désir de votre femme pour un rapport sexuel, si vous ne vous posez pas la question, il y a effectivement un risque que vous imposiez un rapport sexuel non désiré par votre compagne. Et donc, vous êtes dans le cadre du viol conjugal. Bien évidemment que tous les hommes sont potentiellement des violeurs. On doit se poser ces questions-là. On doit, quand on a un rapport sexuel, même avec notre compagne, même avec quelqu'un avec qui on est pendant longtemps, toujours garder à l'esprit, est-ce que... si moi j'en ai envie, ma compagne me montre des signes de désir également. Et si on ne le fait pas, on tombe dans le viol conjugal. Donc évidemment, dans un système patriarcal, il y a un risque que tous les hommes violent. Dans un système raciste, il y a un risque que tous les blancs
et des pensées racistes. C'est le principe. C'est encore une fois Natacha Polony qui refuse de comprendre ce qui est en train de se passer à Amazon comme un fait social total, comme un truc qui nous entoure, comme une idée patriarcale sur laquelle on a composé une société que certaines personnes essayent de nous faire passer pour une idée essentialiste, c'est-à-dire que de façon essentialiste, les hommes sont faits pour et puis les femmes sont faits pour. C'est une grande erreur. Et le procès Mazan n'arrive pas du tout à aboutir à ce type de prise de conscience. On espérait que ce soit le cas. Dans le milieu antisexiste, je sais que les féministes l'espéraient également, et on voit à quel point on est à côté de ça, malheureusement. Un mystère insondable qui est de savoir pourquoi un homme ordinaire, un père de famille totalement inséré, peut basculer, mais c'est justement... C'est pas une bascule, c'est ça qu'on essaie d'expliquer. C'est pas de la bascule. Violer, c'est le prolongement naturel d'un système patriarcal. Le viol est le prolongement naturel du patriarcat, c'est le prolongement naturel de la domination masculine. Et c'est bien parce que c'est son prolongement naturel qu'il faut absolument qu'on considère que le procès qui se passe actuellement à Mazan, c'est un procès de société. Comment la société fonctionne, comment la société résonne pour que des hommes qui aient commis des viols sur une femme qui dormait ne se soient même pas posé la question de « est-ce que ce que je fais est bien ?» l'irréductibilité de l'individu. Et c'est toute la question de savoir voilà. si on... Elle en fait une question individuelle. Voilà. C'est une question individuelle, le viol. Non, c'est pas une question individuelle, c'est une question de société. On est quasiment à 120 000 viols déclarés au commissariat chaque année. Ce sont les viols et agressions sexuelles qui sont déclarés. Je vous laisse imaginer la quantité de viols qui ne sont pas déclarés, en particulier dans le cadre conjugal. Et donc, on a ces propos de Natacha Polony qui tombent en pleine affaire. Eugénie Bastier, qui vole complètement là au secours de... j'ai chroniqué son ouvrage il y a quelques jours de Caroline Forest, qui dit donc « Les policiers m'ont sauvé la vie », a dit Gisèle Pellicot. À l'heure où certaines féministes voudraient se servir du procès de Mazan pour faire le procès d'une masculinité toxique. Donc déjà, il y a ce refus de considérer que ce qui se passe à Mazan, c'est une question de masculinité générale. C'est une question de masculinité de la société, je vous prie de m'excuser. En plus de ça, Eugénie Bastier choisit de s'en prendre, du coup, à certaines féministes en plein procès Mazan. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? De quel côté elle est ? J'ai envie de vous demander. Il est utile de rappeler que non seulement tous les hommes ne sont pas des violeurs, personne ne dit ça. Personne ne dit que tous les hommes sont des violeurs, mais que certains protègent les femmes. Oui, mais bien évidemment. Mais le système dans lequel on vit, patriarcal, est un système qui crée, si jamais on n'a aucune... Imaginez que demain, il n'y ait plus aucune féministe qui milite, qu'il n'y ait plus aucune pensée féministe, aucun concept féministe. Et donc, par conséquent, aucun militant antisexiste. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que le viol sera 100% toléré, il est déjà beaucoup trop toléré dans notre société, et ça va être reproduit. Heureusement aujourd'hui que les certaines féministes dont elle parle sont là pour nous rappeler que le viol est un fait total. Elles ne disent pas que tous les hommes sont des violeurs, elles disent que dans la société dans laquelle on vit, dans la société patriarcale dans laquelle on vit, cette société patriarcale, s'il n'y avait pas de garde-fous, créerait des violeurs qui violeraient en toute impunité. J'ai entendu une philosophe affirmer que tous les hommes devraient se sentir honteux des viols de Mazan, donc Anne-Sophie Maillefert s'en reprend une sans qu'elle soit citée. Et moi, je suis pas trop d'accord avec Eugénie Bastier encore. Je comprends l'idée qu'on n'a pas à se sentir honteux des pratiques d'autres personnes, bien évidemment, mais on a quand même des choses pour lesquelles on peut se sentir honteux, nous les mecs. On peut se sentir honteux du fait de ne pas être des très bons alliés, quoi, de pas vraiment militer, de laisser passer du sexisme, de propager du sexisme nous-mêmes. Les policiers de Carpentras participent-ils à la culture du viol ? Le vigile qui a exhorté les clients du magasin à porter plainte contre Pellicot était lui aussi un homme ordinaire. Mais tout à fait, mais c'est pas parce qu'il a très bien agi qu'il peut ne pas avoir de pensée sexiste. Moi, est-ce que vous pensez que sous prétexte que je fais le foilier et que je lis des ouvrages féministes depuis 4 ou 5 ans, que je ne suis pas sexiste ? Mais je ne peux pas ne pas être sexiste. Un homme ne peut pas ne pas être sexiste. Pas dans une société patriarcale qui nous apprend le sexisme. On a toujours... Un exemple que je donnais, je profite du fait que j'ai un nouveau public, que je donne souvent. En tant qu'homme, j'ai tendance, si je ne fais pas attention, à plus facilement couper la parole à mes étudiantes. Et je m'en aperçois, et je suis obligé, quand une étudiante prend la parole, de me dire dans ma tête, tu la laisses parler jusqu'au bout. Et je n'ai pas besoin de me le dire quand c'est un mec qui prend la parole, parce que spontanément, je le laisse parler jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que je suis encore sexiste, évidemment. Vous êtes encore sexiste. Et c'est de ça dont on devrait avoir honte, finalement. Et donc, évidemment que ce vigile a très bien réagi, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas des choses sur lesquelles il peut travailler. Donc ça, c'était Eugénie Bastier. Là, on a, alors là, ça me désole, Agnès Jaoui, qui du coup est reprise par Valeurs Actuelles. Tiens, il faut se poser des questions. Qui reprend, encore une fois, complètement les propos de Caroline Forest. On ne sait pas si c'est une main sur un genou ou un viol caractérisé. L'actrice Agnès Jaoui critique le mouvement Balance ton port, en plein procès Mazan.
Et on nous dit que son prochain film va évoquer les excès de MeToo. Non mais c'est vraiment la pire période pour faire ce genre de choses-là. Oh là là, qu'est-ce que j'aime Agnès Jaoui pourtant, enfin j'aimais du coup. Elle est très claire, elle défend la présomption d'innocence. C'est tout à fait normal que juridiquement la présomption d'innocence soit respectée, mais la présomption d'innocence ne doit pas vouloir dire que quand une femme vous dit « j'ai subi une agression sexuelle ou un viol », que vous considériez qu'elle pourrait potentiellement vous mentir. La présomption d'innocence de l'agresseur ne veut pas dire qu'il y a une présomption de culpabilité de la victime. Ça ne peut pas vouloir dire ça. MeToo, je suis d'accord, mais balance ton porc me gêne énormément. Sur le fait de balancer des noms tout le temps, bah oui, mais en même temps, quand est-ce que ça a déjà été faux ? Et on va écouter ce qu'elle nous dit. D'ailleurs, je crois que le thème de votre prochain film, c'est la présomption d'innocence. Oh la vache, les nouvelles vont vite. Bah non, les nouvelles vont vite, on a lu les journaux. Chère Agnès Jaoui, c'est la présomption d'innocence. Par rapport, mais par rapport à ces questions, par rapport à ce que vous dénoncez, parce que vous dites qu'il y a 30 ans, on me disait oh, tu nous enquiquines avec ton féminisme, et aujourd'hui vous dites certaines néo-féministes me trouvent peut-être un peu trop nuancées quand je dis il y a quand même une différence entre une main sur un genou et un viol caractérisé. Bah évidemment. Et ça sera ça. Déjà, personne n'est incapable de faire la différence entre une main sur un genou et un viol caractérisé. Personne ne dit que c'est la même chose. Personne. Le problème, c'est que si on laisse passer la main sur le genou, si on ne réagit pas extrêmement fermement à une main sur le genou, et réagir fermement, ça veut dire appliquer la loi, il peut s'agir d'une agression sexuelle dans ce cas-là, étant donné que les violences sexuelles sont un continuum, et ben le cap d'après, c'est la main qui remonte le long de la cuisse. Et puis le cap d'après, c'est la main qui touche le sexe d'une femme. Et puis le cap d'après, c'est le viol. C'est un continuum. Il y a un moment donné où il faut dire stop, de façon extrêmement ferme. Et donc, quand vous avez des hommes dont des femmes disent « Bah ouais, mais il m'a mis une main sur la cuisse sur Twitter », bah ouais, on s'indigne, à juste titre. On s'indigne, il faut qu'on arrive à faire comprendre, même si malheureusement on ne s'indigne pas toujours collectivement, aux hommes qui ont commis ça, qu'en fait, on ne veut plus d'eux dans l'espace paysage médiatique. On n'a pas envie d'être représenté médiatiquement par des hommes qui ne sont pas capables de comprendre qu'on ne met pas la main sur la cuisse d'une femme qui n'est pas d'accord. On en a marre que la totalité de nos idoles, entre guillemets, ce soit des personnes sur lesquelles il y ait ce type d'affaires. On en a marre. Et si collectivement on arrivait à dire, bah du coup, en fait, c'est terminé, on n'ira plus vous voir au théâtre, on n'ira plus acheter vos bouquins parce qu'on ne veut pas cautionner l'art d'une personne qui se comporte comme ça dans la vie de tous les jours, eh bah, les mentalités changeraient énormément. Et ça ne veut pas dire qu'on considère qu'une main sur le genou, c'est la même chose qu'un viol. Personne ne dit ça. Évidemment qu'on sait que ce sont des degrés de gravité différents. Le viol, c'est un crime, c'est même un meurtre psychologique, un viol. Je veux dire, on ne se remet, les très nombreuses femmes qui m'en parlent ne s'en remettent jamais à 100%. C'est un événement de vie qui leur reste définitivement écrit dans leur esprit, j'essaie de ne pas m'énerver, excusez-moi, marqué dans leur chair, marqué dans leur corps, avec des conséquences physiques, physiologiques, psychologiques, psychiatriques parfois. On est quand même capable de faire la différence. Et donc, vous voyez, c'est de l'homme de paille, c'est oui, mais moi je fais de la nuance vis-à-vis de choses que nous, on est tout à fait capable de nuancer. Et bien sûr, on va revenir sur les tweets de Thaïs Escuffon, qui ont horriblement mal vieilli. Thaïs Escuffon qui disait, le 27 février 2024, donc il y a 7 mois, opinion impopulaire, après son invention, le concept de viol conjugal a été travesti par certaines femmes fourbes pour ne plus avoir à entretenir une intimité avec leur mari. Personne n'est dupe de vos petits jeux malsains. Ai-je besoin de commenter cela ? Est-ce besoin de le commenter ? Dr Zoé disait là récemment, je sais pas du ring, à propos de l'affaire Mazan, elle revenait sur certains tweets de Thaïs Escuffon, peut-être pas celui-là, je sais plus lequel. Elle disait mais elles ont du sang sur les mains en fait, ces femmes. C'est-à-dire qu'elles sont en train de mettre dans la tête des gens que le viol conjugal, ça n'existe pas, alors que c'est la majorité des agressions sexuelles et des viols. Elle avait tweeté le 20 août 2024 comment tuer le désir féminin en n'osant pas voler un baiser parce que tu écoutes les conseils de drague des féministes. La réalité, c'est que plus il insiste pour obtenir son consentement, plus elle se désintéresse de lui. Il y a une incompréhension totale de tout là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous insistez pour avoir le consentement, eh ben, vous êtes déjà dans de l'agression. Il n'y a pas à insister pour qu'une personne consente. Et le consentement n'est pas suffisant, il faut un désir mutuel. Et ensuite, elle est en train de dire aux hommes, arrêtez de respecter leur consentement en fait. Embrassez-les de force s'il le faut. Tout ça parce que Marguerite Stern, qui s'est encore rendue coupable d'une fake news puisqu'elle donnait une conférence sur Transmania dans un établissement lyonnais qui avait pris feu pendant la nuit, et elle a dit c'est les antifas qui ont mis feu, c'est complètement faux, hein, pas du tout, il y a eu un problème de surtension qui avait été signalé, bon bref, qui a carrément sorti de son contexte un extrait d'une télé-réalité où justement 2 participants de façon pas très maligne parodiaient ce qu'ils comprennent comme étant le consentement, regardez. J'ai ton consentement pour te toucher, établir un contact physique avec toi. Tu as totalement mon consentement pour me toucher et je t'invite à le faire. Et est-ce que j'ai ton consentement pour te toucher ? Tu as mon consentement, Vincent. Évidemment que c'est parodique. Et voilà, ça se moque de ça. Et donc ça apprend aux hommes qu'il ne faut pas respecter le consentement des femmes.
Voilà, le 20 août 2024, au début de l'été, il y a un mois, jour pour jour. Le féminisme diabolise le désir masculin pour imposer le désir féminin. Pourtant, c'est quand un homme place son désir au-dessus d'une femme qu'il devient attirant à ses yeux. Voilà. Votre désir, les hommes, est plus important que celui des femmes. Voilà comment elle apprend à penser à des personnes. Ne demandez jamais à une femme d'être soumise, elle le fera naturellement. Voilà, c'est spontanément, les femmes deviennent soumises aux hommes. C'est une vision de marchandisation. C'est une vision marchande de la relation. L'homme va rapporter des ressources, va travailler, rapporter des ressources, et en échange, la femme du sexe. C'est une vision catastrophique, bien évidemment. On nage en plein culture du viol. Tout ce que je vous ai montré là participe à la culture du viol à différentes façons, finalement. Diaboliser le féminisme, prétendre que le consentement, il ne faut pas le respecter, que le viol conjugal, ça n'existe pas, etc. Et tout ça, tous ces trucs-là là, qui entourent l'affaire Mazan sont extrêmement néfastes pour l'opinion publique. C'est très néfaste pour l'opinion publique, c'est absolument catastrophique. Et on pourrait penser assez naïvement que dans un procès dans lequel on a une dizaine de prévenus qui ont reconnu les faits, le prévenu principal qui reconnaît les faits et qui dit tout le monde savait et tout le monde a violé. On a des images de vidéosurveillance. On les a identifiés formellement. Ils ont admis que c'était eux. Certains avaient du contenu pédopornographique sur leur ordinateur. Et bien même dans ce contexte-là, on se retrouve avec ce type de propos. Daniel Jaoui, de Nacha Polony, qui vous voulez, les tweets de Thaïs, etc., pour affaiblir la parole des féministes. C'est évidemment une catastrophe. En plus de ça, ça se base sur une sorte d'homme de paille de ce que les féministes disent. Les féministes disent pas tous les hommes sont des violeurs, c'est pas ce qu'elles disent. Par contre, qu'un homme puisse potentiellement violer, je suis désolé en fait. Peut-être que il faut vous redescendre un tout petit peu de vos certitudes. Et peut-être que plutôt que d'écouter des sortes de parodies de discours féministes que vous entendez chez Thaïs Descuffon, que vous lisiez réellement, plutôt que vous en prendre à Anne-Cécile Maillefer, peut-être qu'il faut que vous lisiez ses ouvrages. Voilà, je suis catastrophé par ça. Essayez de passer un bon dimanche quand même. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous avoue que j'aurais aimé... c'est un week-end festif pour moi. J'aurais aimé que ça se passe dans d'autres circonstances actuellement. Le procès va être encore très long. On va essayer de parler un peu d'autres choses, parce qu'il se passe d'autres choses là, en ce moment... assez préoccupante d'ailleurs, qui ne concerne pas du tout le procès Mazan, donc on va essayer quand même de garder nos horizons ouverts et de se rappeler qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dénoncer. Il faut faire de la pédagogie quand on en a la patience, surtout si on est un homme sur ces sujets-là, donc voilà, on va essayer de ne pas parler que de ça quand même, ça fatigue tout le monde. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, faites attention les uns aux autres, je vous souhaite de passer un très bon week-end, reposez-vous, embrassez vos proches si vous en avez, si vous êtes tout seul, trouvez-vous un bon bouquin, faites ce qui vous fait plaisir, bref, passez un bon dimanche, je vous dis à très vite, salut.